Bonjour à tous, donc je vais vous parler de la révolution tunisienne. Vous en avez sans doute entendu parler. Cette révolution a été fortement portée par Internet, par les réseaux sociaux virtuels. Alors, il convient de se demander si on peut parler d'une révolution 2.0, une nouvelle forme de mouvement social qui a réellement été porté par Internet, puisque ça a été le cas en Tunisie, mais également dans les autres pays du monde arabe, et que ça, effectivement, comme vous l'avez dit, ça se propage au monde entier. Alors, brièvement, je vais vous résumer les événements. Donc, le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, était au pouvoir depuis 1987. Ça veut dire 23 années de règne où il était le seul au pouvoir, sans aucune opposition visible. Et jusqu'au 17 décembre 2010, où c'est le jour où un jeune commerçant, Mohamed Bouazizi, a décidé de s'immoler par le feu. C'est un acte très fort et très symbolique dans le monde arabo-musulman. Pourquoi il a décidé? C'était parce qu'il vivait dans une région pauvre et agricole de la Tunisie. Il avait vraiment le sentiment de n'être écouté et entendu par personne. Donc, cet acte a été un acte fondateur puisqu'il a été relayé par Internet. On a beaucoup parlé de l'immolation et du suicide de Mohamed Bouazizi. S'en est suivi un mois de manifestations très intenses qui ont débuté dans les régions agricoles et reculées de la Tunisie pour s'étendre à l'ensemble du territoire et finir à Tunisville. Et finalement, après un mois, le 14 janvier 2011, le président Ben Ali dégage enfin, puisque c'était le slogan scandé par les manifestants, après 23 années de règne, comme je l'avais dit. Donc c'est une révolution qui a été très rapide, un mois seulement pour faire s'écrouler une dictature qui était présente depuis 23 années. On ne peut pas nier le rôle d'Internet et justement, dernièrement, une blogueuse, Lina Benmeni, qui était surnommée A Tunisian Girl, a été nommée pour le prix Nobel de la paix. Elle a d'ailleurs appris sur Twitter, c'est assez marrant, on ne lui a pas appris tout de suite, elle l'a appris elle-même sur Twitter. Alors tout d'abord, je voudrais juste vous parler qu'il existait des conditions, des causes objectives qui étaient au mécontentement de la population tunisienne. Donc la population était mécontente. Il y avait une absence de pluralisme démocratique, puisque le président était au pouvoir sans aucune opposition visible. Absence de liberté d'expression par les médias courants comme la télévision, les journaux. Toute l'information était véritablement contrôlée par le pouvoir en place. La situation économique était déplorable, donc peut-être vous avez entendu parler du miracle économique tunisien, de la Tunisie prospère, qui avait un tourisme florissant, mais finalement, quand on grattait un petit peu, on se rendait compte que la situation économique était vraiment très mauvaise, avec des inégalités importantes entre les régions du centre et les régions plus reculées. Et finalement, il y avait un pillage des ressources de l'État par la famille présidentielle. On parlait d'ailleurs de quasi-mafia, ça a été dit sur Wikileaks. Donc ce mécontentement était présent, mais il était dissimulé par la population parce qu'elle avait peur de la répression. Donc, je vous l'ai dit, absence complète de liberté d'expression et une répression très forte dans le régime. Alors, Internet, vecteur d'information. Il faut savoir que la censure était également présente sur Internet, qui avait évolué depuis 2-3 années, depuis 2008, et dont la plupart de la population tunisienne possédait un ordinateur et possédait une connexion Internet, et était confrontée à cette censure virtuelle qui existait également. On parlait de Hamar 404, puisque quand on voulait aller sur un site de l'opposition, on voulait s'informer sur la politique tunisienne, on tombait assez facilement sur ce message qui disait « Not found, erreur 404 ». Ça montrait bien qu'il y avait un contrôle total de l'information par le pouvoir en place. Le gouvernement détournait également les adresses Internet des opposants. On utilisait le phishing. Pour avoir accès aux informations qui étaient disponibles sur les boîtes mail des opposants et pouvoir les contrer au mieux. Alors, ce qui a été rendu
possible grâce à Internet et qui est assez incroyable, qui n'était pas possible avant, c'est que avant, on était face à la censure, on ne pouvait rien faire contre cette censure. Désormais, avec Internet, les internautes qui étaient un minimum ingénieux pouvaient contourner cette censure. Et on voyait déjà se développer une contestation politique en ligne depuis une dizaine d'années, puisque Internet permet toujours de garantir l'anonymat du cyberactiviste. Et par ailleurs, malgré cette possibilité, les opposants continuent à parler dans un langage codé. Donc j'ai fait des interviews, je me souviens d'un opposant qui m'avait dit qu'il avait parlé de la politique en Tunisie en faisant référence à Adam et Ève, en disant voilà, Adam et Ève ont été punis puisqu'ils ont mangé une pomme alors que c'est quelque chose d'inoffensif. Hein, c'était une petite histoire comme ça. Il faisait clairement référence à la politique tunisienne, à la répression. Et finalement, le pouvoir ne pouvait rien faire contre ça, puisque c'était sur Internet, c'était juste une petite fable qui était en apparence inoffensive, même si tout le monde comprenait clairement son message. Alors, ce qui était très intéressant quand j'ai fait mes interviews, c'est que j'ai pu remarquer que la plupart des citoyens ordinaires, entre guillemets, qui n'avaient pas... Ces mêmes citoyens en Belgique n'auraient pas de grandes connaissances en informatique, et bien en Tunisie, il y avait vraiment un réel contrôle de l'informatique par les citoyens. Donc, pour garantir leur anonymat, ils utilisaient notamment les serveurs proxy. Donc, c'est ces serveurs qui vous permettent d'accéder à une adresse IP située à l'étranger et de cette façon de pouvoir garantir à la fois leur anonymat et avoir plus d'informations disponibles qui n'étaient pas disponibles en Tunisie. Par ailleurs, ils faisaient bien attention, quand ils allaient sur Facebook, que le petit signe HTTPS qui montrait bien que la sécurité était garantie, était présent. Donc, normalement, avec ce channel HTTPS, le gouvernement ne pouvait pas infiltrer leur compte Facebook, normalement. Et j'ai également pu remarquer que dans mes interviews, que la plupart des gens que j'ai interviewés, les étudiants, étaient étrangement tous étudiants en informatique. Ils étaient très, très investis politiquement, mais je n'ai rencontré personne qui étudiait droit, personne qui étudiait la science politique. C'est tous des étudiants en informatique. Alors, donc ce qu'Internet a permis, c'était cette déconstruction du lien espace-temps. Vous l'imaginez, l'accessibilité de l'information en temps réel. Donc, quand il y a eu le suicide de Mohamed Bouazizi, quand il y a eu les premières manifestations, les blessés, les morts, tout ça, pour la première fois de l'histoire tunisienne, a été diffusé librement sur Internet, grâce au système dont je vous ai parlé, grâce au système des proxys, etc. Donc, je vais vous montrer quelques images. Voilà, ça, c'était le genre d'images qu'on voyait continuellement, plusieurs fois par jour sur Internet. Bon, c'est des images de manifestations assez violentes, des images de blessures. Je vous montre quelque chose, ce qui est assez dur à voir, c'est un enfant qui s'est fait tabasser par la police. Finalement, ça c'est une image très soft, parce que ce qui était diffusé sur Internet, c'était beaucoup plus violent, c'était des images de morts, véritablement, qui étaient diffusées constamment, toutes les 10 minutes, sur Facebook, par les citoyens tunisiens. Et donc ça, c'était le genre d'image qui finissait les derniers jours du pouvoir du régime Ben Ali. C'était le genre d'image qu'on voyait tout le temps sur Facebook. Tous les utilisateurs de Facebook tunisiens avaient mis cette image comme photo de profil pour montrer que leur régime était vraiment devenu un régime sanguinaire, qu'il était déjà avant, mais pour la première fois, Internet a permis de rendre visible la violence qui était perpétrée par le régime. Donc, Internet a aussi permis une ouverture sur le monde extérieur. Il y a eu un rôle important de la diaspora. Dans les interviews que j'ai pu faire, une doctorante m'avait dit qu'il y avait 11 millions de cerveaux tunisiens, 10 millions de ces cerveaux étaient fermés sur eux-mêmes dans la Tunisie, 1 million étaient à l'étranger et avaient accès à toutes les informations. Et pour la première fois, c'est ce million de cerveaux qui avaient accès à toute l'information disponible sur Internet à travers le monde faisait circuler l'information à ceux qui étaient fermés sur eux-mêmes. Donc il y avait vraiment un rôle important de la diaspora tunisienne. Et l'influence des révélations de Wikileaks, donc comme je vous l'ai dit,
quand quand on a retrouvé les révélations des ambassadeurs américains qui disaient que la famille du président était une quasi-mafia, pour la première fois, les Tunisiens ont senti qu'ils avaient un support de l'étranger. Ils se sont dit « Ah, on n'est pas les seuls à penser ça ». Finalement, on peut être aidé parce qu'il y a une conscientisation du monde extérieur de ce qu'on vit. Voilà. Alors, non seulement Internet a été vecteur d'information, donc via à la fois, je parle beaucoup de Facebook, mais c'est aussi également énormément les blogs qui ont permis ça. Alors aussi vecteur de mobilisation, puisqu'il y a vraiment eu on parlait de... dans la première intervention, je crois que vous parliez de communautés qui se créaient véritablement, de réseaux de communautés, bref, je ne sais plus. Mais donc c'est vraiment ça qui se passe finalement, c'est l'émergence d'une communauté imaginée, virtuelle. Communauté imaginée, ça veut dire que les gens savaient qu'ils vivaient la même chose, savaient qu'ils vivaient la même réalité, ne se connaissaient pas forcément de visu, mais échanger leurs informations, échanger leurs ressentis via Internet. Et ça a vraiment aidé à consolider un sentiment de cohésion nationale chez les Tunisiens. On me disait avant en Tunisie, j'avais l'impression de vivre... je vivais juste et je ne partageais rien avec mes concitoyens. À partir de ce moment-là, les gens m'ont dit on a vraiment construit une nation tunisienne. Alors, Facebook, les blogs ont permis, dans un premier temps, la mobilisation virtuelle, mais également la mobilisation réelle. Donc, mobilisation virtuelle, puisque les gens se sont improvisés modérateurs sur groupe, sur la toile. Ils diffusaient l'information, ils vérifiaient quelle information était adéquate ou pas, et vérifier qu'il n'y avait pas d'infiltration du régime en place, parce qu'il y avait quand même aussi énormément ça, des gens qui se faisaient passer pour des opposants, et finalement qui disaient non, mais notre président, il n'est pas si mal que ça, il a fait beaucoup de choses pour la Tunisie. Et tout ça, c'était des gens qui étaient commandités par le gouvernement, qui voulaient infiltrer les réseaux sociaux. Donc ces gens se sont improvisés modérateurs, c'était une première mobilisation virtuelle, et puis une mobilisation réelle, puisque les manifestations ont été en partie organisées par ces réseaux sociaux. Donc on disait, surtout les mobilisations, les manifestations du mois de janvier, précédant directement la chute du régime, ont été organisées sur Facebook. Alors, je suis déjà aux conclusions, j'ai été très rapide. Mais finalement, on n'avait que 15 minutes, donc j'aurais pu vous parler beaucoup plus en détail de cette mobilisation virtuelle, mais malheureusement, on est limité. Alors, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas réellement parler de révolution 2.0, parce que oui, effectivement, Internet a joué un grand rôle. Maintenant, des causes étaient présentes, le mécontentement était présent, et on n'a pas créé une révolution partie de rien juste parce que Internet était disponible. Ce mécontentement était présent depuis une dizaine d'années, les gens n'en pouvaient plus, le pillage des ressources était de plus en plus ostensible, puisque la famille du président n'avait aucun scrupule à avoir une mainmise totale sur l'immobilier, avoir une mainmise totale sur les secteurs de télévision, des médias, sur tout ce qui pouvait ramener de l'argent de près ou de loin. Donc il y avait ce mécontentement très fort et très puissant, mais Internet a quand même permis il a servi de catalyseur à ce mécontentement. Il a permis de diffuser l'information et d'organiser la mobilisation. Donc, je vous dis, cette révolution a été très rapide, un mois seulement, pour faire tomber un régime qui était au pouvoir depuis 23 années. Voilà, ça n'aurait pas été non plus rendu possible sans Internet et sans la diffusion de l'information continue en temps réel par la population tunisienne. Oui, ce que je dois aussi vous dire, c'est que ça permettait vraiment de relier les régions reculées de la Tunisie qui se sentaient ignorées, donc de là où les manifestations ont commencé, avec non seulement les régions plus riches de Tunis, mais également avec le monde entier. Donc il y a vraiment cette connexion du global et du local et du global qui a été rendue possible grâce à Internet. Et de se rendre compte de réalités que vivaient les gens de la Tunisie profonde.
Donc vraiment, ce qui est remarquable avec la révolution tunisienne et l'ensemble des révolutions arabes, je crois, c'est que les citoyens ont su faire preuve d'une grande capacité d'utiliser les ressources qui leur étaient disponibles. Donc, malgré la censure d'Amar 404, ils ont réussi à déjouer cette censure et à utiliser tous les moyens qui leur étaient possibles pour contester le gouvernement en place, mais également pour se mobiliser, pour arriver à quelque chose de plus concret, ce qui n'aurait été inimaginable il y a 10 ans. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.